Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Eh bien, si les cités, les villes et les villages sont abandonnés, les hautes terres ne sont pas désertées pour autant. Les ossements qu'on retrouve, de bétail qu'on a retrouvé en très grand nombre, prouvent une importante activité agricole et l'usage de la charrue. Mais à une échelle, cette fois, nettement réduite. En revanche, on relève une quantité écrasante d'os de chèvres et de moutons, ce qui suggère que les Israélites ont renoué en fait avec leur ancienne vie de nomades pastoraux, parce que les chèvres et les moutons sont des animaux qui sont faciles à déplacer, contrairement au bétail, à l'autre bétail qui a une marche lourde, lente, qui est compliquée à emporter, si vous voulez. Donc, quand s'ouvre une période de crise, les habitants sont contraints de reprendre leur vie de nomades et de revenir à un élevage de troupeaux de chèvres et de moutons plus facile à gérer. Et l'activité pastorale leur permet de rebondir rapidement et de survivre aux contraintes climatiques, économiques ou alors politiques. Et dès que la situation économique s'améliore, ils enclenchent le processus inverse et redeviennent des agriculteurs sédentaires. C'est intéressant, c'est drôle à suivre. En réalité, ces deux sociétés nomades et sédentaires cohabitent et nouent des liens étroits et interdépendants. Les nomades se procurent des céréales et autres produits agricoles sur les marchés des villages ou des villes, tandis que les fermiers dépendent des éleveurs pour s'approvisionner en viande, en produits laitiers et en peau. Et en cas de crise, les sédentaires ont la possibilité de s'appuyer sur leur production pour survivre, tandis que les nomades ne peuvent plus subsister en ne comptant que sur le lait fourni par leurs troupeaux. Les céréales leur sont indispensables pour compenser le manque de viande et de lait, qui est riche en graisse animale. Donc s'ils ne parviennent pas à se procurer les céréales en échange de leur production, ils n'ont pas d'autre choix que de les faire pousser eux-mêmes. C'est ce qui se passe en Canaan durant le bronze récent. Ils sont obligés d'abandonner complètement l'élevage et les migrations saisonnières pour se concentrer uniquement sur l'agriculture. Donc les Israélites sont des autochtones. L'archéologie ne montre aucun exode massif en provenance d'Égypte. Le pays de Canaan n'a pas été conquis par la force. Le premier noyau d'Israël est constitué de gens du cru qui vivent dans les hautes terres durant les âges du bronze et du fer. Les fils d'Israël sont donc d'origine cananéenne. Mais alors, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qui les distingue de leurs voisins ? Vous en avez une petite idée puisque j'en ai parlé dans l'intro. Dans les hautes terres situées à l'est du Jourdain, beaucoup plus fertiles, on observe les mêmes fluctuations de l'activité sédentaire, la même crise au bronze récent et la même vague d'occupation au début de l'âge du fer. Du coup, l'histoire de la naissance des territoires des futurs royaumes d'Ammon, de Moab et d'Édom ressemble très fortement à celle d'Israël. Les habitats sont du même type, forment les mêmes villages, leurs habitants utilisent les mêmes poteries et vivent selon un mode de vie similaire. Pourtant, l'archéologie et la Bible sont d'accord sur un point. Les villageois qui vivent sur la rive orientale du Jourdain ne sont pas devenus des Israélites puisqu'ils vont donner naissance au royaume d'Ammon, de Moab et d'Édom. Autre question donc, qu'est-ce qui distingue les Israélites de leurs voisins ? Comment leur ethnicité et leur identité nationale se sont-elles forgées ? Identité nationale étant totalement anachronique, vous me l'accorderez. Une population dispose de toutes sortes de moyens pour affirmer son identité, sa particularité. Aujourd'hui, évidemment, ça a un sens très important, encore pour nous-mêmes, même pour la France, pour tous les pays, bien entendu. La langue, la religion, les coutumes vestimentaires, les rites funéraires, les tabous alimentaires. Pourtant, la culture matérielle et élémentaire des bergers et des fermiers qui vivent dans les hautes terres et qui sont appelés à devenir les Israélites ne montre aucun indice révélateur sur leur dialecte, leurs rites religieux, leur façon de se vêtir ou d'inhumer leurs morts. Quant à leur habitude alimentaire, elles peuvent être déduites en fait des tas d'ossements exhumés près des habitations. C'est là que ça devient intéressant finalement. On ne trouve aucune trace de porc et ça durant tout le long de l'âge du fer, ce qui correspond à l'époque des monarchies israélites. Avant cette date, les tas d'ossements contiennent aussi des os de porc et on les retrouve après l'âge du fer. Mais pour le moment, les villageois israélites n'élèvent pas le porc, ne le cuisent pas et ne le consomment pas.
Or, les Philistins, les Ammonites et les Moabites, eux, en consomment. L'interdiction de manger du porc semble être donc la seule manière pour les Israélites de se forger une identité précise et partagée par l'ensemble des villageois établis dans les Hautes-Terres situés à l'est du Jourdain. C'est comme ça qu'ils se différencient de leurs voisins et adversaires, bien avant la création du monothéisme et la rédaction du récit de l'Exode et de l'alliance avec Dieu. C'est génial quand même de savoir ça. Le livre des Juges contient 3 récits dont l'action se déroule durant la première colonisation. Vous avez l'histoire de Déborah, celle de Gédéon et celle de Samson. Ces 3 récits s'appuient sur des faits réels mis en lumière, il faut le savoir, par l'archéologie. Au début de l'invasion, vers 1230 avant notre ère, les fils d'Israël se cantonnent aux régions montagneuses parce que les peuples autochtones disposent de redoutables chars de combat. Il s'agit donc de ne pas aller face à eux. Un siècle plus tard, les tribus juives qui vivent dans les monts de Galilée sont astreintes aux travaux forcés par les Cananéens. Parmi elles se trouve la tribu d'Issachar, que la Bible traite d'âne robuste. Elle lui reproche d'avoir tendu son échine au fardeau et d'être devenue esclave à la corvée, vous lisez ça dans la Genèse. Mais la prophétesse Déborah encourage les Israélites à se révolter contre l'oppresseur. Barak, fils d'Abinoam, de la tribu d'Issachar, prend la tête du mouvement. Bientôt, d'autres tribus se joignent à lui. Il parvient à rassembler tant de monde autour de lui qu'il peut lever une armée. Barak prend un risque que ses prédécesseurs n'avaient pas osé prendre. Il défie l'adversaire dans la plaine, et je cite, « Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. » Livre des Juges, chapitre 4, verset 14. Le choc a lieu dans la vallée qui s'étend entre les monts de Galilée au nord et la Samarie au sud, possession jusque-là incontestée des princes cananéens. Barak et ses alliés se heurtent à une puissante armée, mais au miracle, Israël remporte la victoire. Les Israélites parviennent à vaincre des unités de chars dans un combat en rase campagne. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.